Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Et si, dans 15 ans, monter à cheval devenait un luxe, ou pire, si c'était totalement interdit ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du club. Aujourd'hui, on va parler d'une récente étude européenne menée par le European Horse Network, qui est un réseau à but non lucratif qui réunit 34 organisations qui représentent l'ensemble de la filière équine européenne. Donc c'est une étude qui a porté sur les scénarios possibles et sur l'avenir de la filière équine et du cheval à horizon 2040. L'objectif de cette association, au-delà de l'étude, c'est de coordonner des actions qui visent à renforcer la voix de la filière à tous les niveaux. Et en fait, elle promeut le développement de la filière équine en Europe et représente ses intérêts auprès des institutions européennes. Plus qu'un simple résumé, j'aimerais prendre cette étude avec un angle marketing, puisque c'est le thème du podcast et aussi de mon expertise. Et j'aimerais poser une question, là tout de suite, suite à cette étude, en plus de celle que j'ai posée au début. C'est est-ce que le marketing, finalement, ça peut contribuer à sauver la filière ou est-ce que ça va l'enterrer définitivement ? Spoiler, la réponse, ça tient à une notion abordée dans cette étude qui me semble particulièrement importante, c'est la SLO. En français, la licence sociale d'exploitation. Et on va en parler tout de suite. La SLO, c'est assez simple. En fait, pour résumer, si la société n'accepte plus qu'on utilise le cheval, eh bien, la filière équine, elle va disparaître. Et donc, potentiellement, ton business aussi. Et en fait, c'est pas la loi qui casse ou qui fait disparaître un secteur, c'est l'opinion publique. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux font un peu office de tribunal en continu. On le voit de plus en plus, tu l'as remarqué également, c'est que la moindre vidéo, la moindre photo peut être réinterprétée, peut générer un bad buzz. Donc aujourd'hui, et après tant mieux, c'est-à-dire que les gens prennent la parole, dénoncent des choses, mais forcément c'est un tribunal et il faut faire très attention à ça. Et en fait, le cheval, il n'a pas un problème d'utilité en soi. On le sait, nous, que le cheval, il est utile et on veut qu'il reste. Mais il a un problème de storytelling. Et du coup, finalement, ton marketing, ta communication, est-ce que ça renforce cette licence sociale d'exploitation ou au contraire, est-ce que c'est en train un petit peu d'enterrer la filière ? Comment toi, tu communiques là-dessus ? Maintenant qu'on a vu ça, je vais te partager les 4 scénarios qui ont été les 4 scénarios qui ont été validés après cette étude. Donc c'est des futurs possibles. C'est pas gravé dans le marbre, mais en fait, avec cette étude qui a été menée sur plusieurs mois, c'est les scénarios qui sont arrivés et qui ont été élaborés. Et tu vas voir que chacune a un peu une traduction marketing. Je vais essayer de te faire un parallèle avec le marketing qui peut être utilisé ou la communication. Le premier scénario, c'est le cheval est partout. Finalement, c'est un peu le meilleur futur. Nous, en tant que passionnés, c'est un petit peu ce qu'on voudrait tous, je pense. Et en fait, c'est des chevaux qui sont intégrés à l'agroécologie, qui sont intégrés dans le tourisme. Il y a beaucoup d'équithérapie, il y a beaucoup de formation avec le cheval, de médiation. Donc finalement, le cheval est vraiment ancré dans notre société et il est utile et on le voit partout.
Et en fait, là où le marketing peut aider, c'est que finalement, il faut prouver l'utilité sociale et environnementale du cheval, en fait, et de sa présence. Donc, il faut mettre des preuves, il faut mettre en face des données factuelles, pourquoi pas des partenariats avec des institutions, des collectivités, etc. Et pour le coup, pour les futurs business, pour les futures marques, en fait, avoir des activités tournées sur l'accompagnement avec le cheval, autre que la partie sportive, ça peut être hyper intéressant parce que ça va montrer que le cheval, il s'intègre dans notre société. Donc finalement, si tu en es encore au stade de je ne sais pas trop quoi faire ou j'ai pas encore créé mon entreprise, moi je trouve que ça peut être intéressant de se poser la question quelle activité je pourrais faire qui serait pas forcément en lien avec les sports équestres, mais qui serait plutôt tourné de comment je veux intégrer le cheval dans la société parce que je sais qu'il fait du bien pour telle et telle problématique. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le cheval en danger. Euh, j'ai potentiellement l'impression qu'il est déjà en train de se produire, ce scénario. En fait, aujourd'hui, il y a un contexte environnemental et social, la transition bas carbone, la priorisation de la production alimentaire, l'accès au foncier et à l'eau qui va être restreint, la mobilité qui est réduite, le filtrage des soutiens publics aussi aujourd'hui que voilà, c'est de plus en plus compliqué d'avoir de l'argent public. Et finalement, les conséquences de tout ça, c'est des pratiques traditionnelles qui vont se contracter, une base de pratiquants réguliers qui va diminuer, mais finalement des usages professionnels qui vont perdurer ou des usages occasionnels si on démontre une valeur additionnelle et qu'on montre que c'est hyper important. Euh, je trouve que c'est intéressant de faire vraiment le parallèle justement avec ce qui se passe par rapport à l'environnement. Si tu veux en savoir plus sur justement quels sont les impacts de l'environnement et de la modification du changement du climat sur les activités équines, je te conseille de te former et de faire la fresque des activités équines. C'est un super projet et qui montre que justement, toutes ces, tous ces changements climatiques, ça peut impacter aussi les activités de la filière et comment on fait pour se préparer à ce changement. Euh, et à côté de ça, en termes de marketing, l'idée, c'est là encore de prouver la valeur utilitaire de ton produit, de ton service, pour montrer que c'est important que le cheval reste dans nos vies. Donc, montrer qu'il y a une résilience, une transformation, que le cheval, il n'est pas juste là pour faire du sport, mais qu'il va avoir d'autres utilités. Et finalement, des marques qui vont pas s'adapter un peu à ce changement de paradigme, cette évolution et ce changement du climat, elles risquent de disparaître. Le troisième scénario, là, on va dire que c'est un peu le pire scénario social, c'est le cheval oublié. On le sait, il y a des positions animalistes qui émergent de plus en plus. Et en fait, là, dans ce scénario-là, en gros, les animalistes ont gagné. Ils ont des positions très dominantes. Donc, il y a des interdictions. Par exemple, le transport est limité à 100 km pour un cheval. Ça veut dire que concrètement, on n'aurait plus le droit de transporter un cheval au-delà de 100 km. Donc, ça réduit nécessairement beaucoup de choses, hein, toutes les activités des sports équestres, les compétitions, la vente de chevaux, c'est-à-dire que l'élevage se trouverait menacé. Et puis, il y a même ce scénario de réensauvagement des chevaux. Ça, c'est hyper important et hyper intéressant à avoir, c'est que dans ce scénario du cheval oublié, avec ses positions animalistes, c'est que finalement, le cheval, on ne veut plus s'en servir, on ne veut plus l'exploiter, mais qu'est-ce qu'on fait des chevaux qui sont là, qui existent? Eh bien, on les réensauvage, c'est-à-dire que on les remet en liberté dans des plaines, dans des espaces verts, et on limite totalement les contacts avec les humains. Et donc ça, c'est vraiment détaillé dans cette étude qui est hyper intéressante que tu pourras lire. C'est que vraiment, on remet le cheval finalement sauvage, on limite complètement les interactions sociales avec l'humain. Donc pas de nourriture, pas de couverture, voilà, les soins c'est le strict minimum, etc. Ça, c'est vraiment un scénario qui peut se produire si les positions animalistes continuent d'émerger. Et finalement, là, ce qu'on peut voir en marketing,
ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est que finalement, si on laisse ce narratif, cette prise de parole aux opposants, on risque de tout perdre. Donc, il faut communiquer, il faut être transparent et surtout, il faut être irréprochable. Donc, évidemment que ce qu'on voit encore sur les réseaux avec des chevaux en souffrance, notamment dans les sports équestres, sur les terrains d'entraînement, les terrains de concours, eh ben, c'est sûr que ça donne du moulin, enfin de l'eau au moulin des animalistes. Et du coup, on peut tendre vers ce scénario un peu catastrophe, parce que clairement, remettre des chevaux en liberté, on pourrait se dire waouh, génial, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit vraiment que ce soit le meilleur scénario pour les chevaux en eux-mêmes, quoi. Donc, il faut être hyper irréprochable, hyper transparent. Il faut absolument arrêter de banaliser la souffrance et la maltraitance chez les chevaux, et notamment dans les sports équestres. Et le quatrième scénario, bon, c'est le scénario d'élitisation. C'est-à-dire que le cheval devient un privilège. La technologie, la performance, c'est du haut de gamme. Donc il y a une image très élitiste et il y a une fracture sociale qui se crée. Alors, tu pourrais me dire, oui, c'est déjà un peu le cas, l'équitation, c'est quand même pour les gens assez aisés. Oui et non. L'équitation, c'est quand même devenu plus abordable qu'avant. C'est quand même la troisième fédération sportive en France. On peut aujourd'hui faire du cheval sans être extrêmement riche, sans être une famille aisée. Le tennis, ça coûte aussi très cher. Il y a d'autres sports qui sont assez chers. Euh, donc il y a quand même moins cette image élitiste qu'auparavant. Et si, par contre, on peut prendre l'exemple des pays d'Asie, où effectivement, en Asie, on a ce côté très élitiste. Il n'y a pas tellement de centres équestres au Japon, en Chine, en Corée, il n'y a pas tellement de centres équestres de campagne où on va faire du poney, pour être proche de la nature. Les écuries, souvent, c'est vraiment du très haut de gamme et c'est réservé à une certaine partie de la population, souvent des familles aisées, qui vont acheter un cheval pour leur enfant, qui vont investir, qui vont aller chercher des chevaux en Europe d'ailleurs, pour accéder à ce sport-là. Et donc on a cette image un peu très élitiste quand même dans les pays d'Asie, et bah, ça pourrait devenir un peu la même chose finalement partout dans le monde. Euh, donc bah là, ce que ça pourrait traduire en marketing, c'est que oui, alors du coup, les marques qui se positionnent sur le haut de gamme, elles auraient une réussite commerciale, hein, pour le coup. Ça peut être un choix de se dire, moi, je me positionne sur quelque chose de très haut de gamme. Par contre, il y a un risque d'isolement culturel, potentiellement, d'attaque publique. Voilà, donc c'est pas forcément un scénario qui peut être intéressant à envisager quand même. En fait, il n'y a pas un futur vrai ou faux. En fait, il y a des futurs possibles. Ça, c'est vraiment, encore une fois, je t'invite à lire l'étude en entier, qui explique vraiment de manière très détaillée ces 4 scénarios et ce que ça peut engendrer pour les chevaux. Mais du coup, les futurs, il y a des futurs que ton entreprise peut aider à créer. Et c'est pour ça que c'est important en tant que marque de travailler ta vision, de travailler ta mission, ce que tu veux apporter à la société avec ton produit ou ton service. Et en fait, ces scénarios-là, cette réflexion-là va pouvoir guider la création future de nouveaux produits, de nouveaux services, euh, pour pas s'arrêter à l'instant T, mais pour voir plus loin que aujourd'hui. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on en vu un petit peu, mais sur ton marketing, comment le marketing et la communication ont un rôle à jouer sur ces futurs possibles? Je pense qu'il faut arrêter un peu le marketing produit centré. Il y a deux piliers intéressants que j'aimerais te partager. Pour moi, il y a un peu le rôle écologique et social. Donc montrer que les chevaux contribuent à l'agroécologie, à la biodiversité, à la gestion durable des territoires. Donc ça, tu peux donner des chiffres, des cas concrets, chercher comment on peut développer la place du cheval dans la société au-delà, encore une fois, du sport, mais montrer que ça peut avoir un vrai rôle écologique. Euh, et puis, il y a le rôle social thérapeutique. Donc, ça peut être de développer des formats expérientiels, des marques, des produits, des services tournés autour du rôle social et thérapeutique du cheval. Donc,
développer encore du tourisme équestre responsable, développer de l'équithérapie, développer des programmes éducatifs avec le cheval. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes et à montrer que le cheval est utile, encore une fois, dans notre société et qu'on peut pas s'en séparer. Euh, Après, tu peux aussi te dire, voilà, tout ce qui est les dispositifs de suivi du bien-être, donc les capteurs, les applications de suivi de santé, etc. Ça va prouver le bien-être aussi. Donc, c'est intéressant comme outil marketing. Ça va apporter de la preuve que, OK, et ça, en fait, ça va un peu fermer, on va dire, la bouche des animalistes en disant, voilà, nous, on a les moyens de savoir si le cheval, il est bien, on se soucie de sa santé, donc on met en place des suivis, des capteurs, des choses comme ça. Donc il y a des produits qui sont faits vraiment pour son bien-être et qui ne sont pas uniquement du marketing un peu bullshit pour vendre, mais qui apportent un vrai plus pour le confort du cheval. Et maintenant, si je devais te donner des actions concrètes que tu pourrais faire pour essayer d'améliorer le futur de la filière, la première chose, c'est la transparence. Euh, il faut absolument que tu sois transparent enfin que ta marque soit transparente, qu'il n'y ait pas de choses cachées, donc que ça se ressente sur ton site internet, tes photos, tes vidéos, tes prises de parole, tes réseaux sociaux. Euh, Bien sûr, tu peux faire de la promotion, mais montre la pratique, montre des indicateurs de bien-être, montre des preuves. Euh, et du coup, ça, c'est le deuxième point, c'est avoir un peu ce qu'on appelle un narratif d'utilité. Finalement, c'est de montrer 60% preuve d'impact, de transformation, et puis 40% vraiment focus produit-service. Donc raconte aussi comment ta marque peut servir, ta mission peut servir aussi la société. Bien sûr que on crée des entreprises pour gagner de l'argent, mais souvent derrière des marques, il y a une vraie mission d'entreprise et quelque part une vraie mission sociétale. Et donc c'est important, je trouve, de ramener ça aussi au centre de ta communication pour créer ce lien aussi avec ton audience. Le troisième point, c'est d'arriver à faire des alliances qui sont intéressantes, notamment, pourquoi pas avoir des partenariats avec, je sais pas, des établissements de santé, des collectivités, pourquoi pas des ONG, des agriculteurs. Après, bien évidemment, ça dépend de ton produit et de ton service, hein. Si tu fais des étriers ou si tu crées des tapis, évidemment que le partenariat avec une ONG n'a pas tellement d'intérêt. Enfin, il va falloir chercher plutôt voilà, il faut chercher une idée, mais euh, c'est important d'essayer de voir comment tu peux arriver à rentrer dans ce truc de développement durable, d'agroécologie, etc. Avoir des certifications, ça peut être super intéressant. Donc, certification au niveau comme quoi tu es artisan, des certifications ISO, Qualicerv. Enfin voilà, aujourd'hui, il existe des certifications qui vont prouver le bon fonctionnement de l'entreprise et son attachement au développement durable, à l'éco-responsabilité, etc. Et puis tu peux co-signer une action, c'est-à-dire co-signer une tribune sur un sujet, une thématique spécifique. Et là, du coup, on gagne en légitimité et on montre aussi qu'on affiche des valeurs, un combat, etc. Le quatrième point, c'est au niveau de la technologie et des preuves. Donc, évidemment que tout ce qui est développement de nouveaux produits, type des capteurs qui vont pouvoir aller chercher de la data, des produits qui vont améliorer le confort, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir mesurer et on va pouvoir apporter de la preuve et on va pouvoir transformer ces données en contenu, des cas clients, des infographies. Donc, montrer comment ton produit, il améliore aussi le confort du cheval, du cavalier, évidemment. Et puis, cinquième point, c'est de prendre la parole de manière stratégique. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas laisser les autres définir la narration, de toi prendre position, d'expliquer, d'éduquer, d'assumer le débat. Toutes les marques ne sont pas capables de le faire, mais si c'est quelque chose qui te tient à cœur, en dehors du cheval, je pense notamment à l'entrepreneur Thomas Burbidge, qui vient de sortir un livre et plutôt sur justement l'économie sociale, l'impact, enfin l'entrepreneuriat militant. Et lui, en fait, il a vraiment ce discours de entreprendre, c'est politique. Et finalement, comment en tant qu'entrepreneur,
on peut prendre parti, on peut faire avancer des choses, on peut mettre en place des débats et pas juste vendre notre sauce, en fait, hein. Donc c'est vraiment intéressant de regarder ce qu'il fait. Et je dis pas que toutes les marques doivent s'engager, doivent mener des débats, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui t'anime et si ta marque, ton produit, ton service sert quelque chose de plus grand que toi, ça peut être intéressant d'amener ça sur la table et de prendre la parole, de prendre position sur certaines choses. Et tes preuves, en fait, elles sont utiles que si tu les rends visibles et compréhensibles. Et donc, ça va servir aussi derrière ta marque et tes ventes. C'est que tu peux sortir un produit, un service, il faut que tu puisses montrer que c'est utile et rendre ça compréhensible. Rendre ta proposition de valeur compréhensible finalement. Donc du coup, j'ai envie de te poser, pour finir un peu cet épisode, de te poser des questions et de t'inviter à la réflexion sur ta mission et ta marque. Et je voudrais te poser 3 questions qui me semblent intéressantes. La première, c'est qu'est-ce que ta marque apporte à la société au-delà de ce que tu vends? Donc là, encore une fois, pose-toi la question, c'est quoi ta grande mission? C'est quoi ta vision pour la société? Et comment ta marque, elle peut répondre à ça? La deuxième question, c'est quelles preuves concrètes tu peux produire? Comment tu peux montrer que ton produit, ton service sert ta mission et ta vision et sont OK avec tes valeurs? Et la troisième marque que je trouve intéressante à te poser et que j'aime bien poser d'ailleurs quand j'accompagne des marques en marketing, c'est si ta marque disparaissait demain, qui est-ce qui la regretterait et pourquoi? Voilà, pose-toi cette question aujourd'hui, demain si ma marque s'arrête, qui ça va embêter, qui va regretter et du coup pourquoi? En conclusion de tout ça, moi j'aimerais dire que le futur il n'est pas écrit, mais il est influençable. Donc ton storytelling, c'est pas un luxe, ça reste un levier stratégique qui va protéger l'existence de la filière. On n'a pas envie que le cheval disparaisse, on n'a pas envie que les animalistes gagnent. Euh, Moi, je reste persuadée qu'on peut faire du sport de manière éthique, qu'on peut continuer de monter à cheval et que ça reste dangereux si on s'oriente vers le cheval oublié. Et d'ailleurs, j'ouvre un peu la discussion sur un autre sujet, c'est qu'il y a des projets de loi qui sont en cours pour essayer de transformer le statut du cheval de animal pour l'agriculture, animal de rente en fait, à animal de compagnie. Et en fait, je crois que c'est la Fédération nationale c'est le GHN, Groupement des rats nationaux, je ne sais plus qui a publié un post en disant que c'était dangereux parce que si le cheval devient animal de compagnie, ça remet en cause du coup son utilité dans l'agriculture, donc dans le tourisme équestre, et ça remet potentiellement en cause toute l'activité des centres équestres. Parce que un animal de compagnie, on monte pas dessus. On l'utilise pas pour travailler, entre guillemets. Et j'ai trouvé que c'était une réflexion intéressante parce que jusqu'à présent, moi, j'étais effectivement potentiellement pour le fait de mettre le cheval en tant qu'animal de compagnie, mais j'avais pas vu ça sous cet angle. Que potentiellement, ça voudrait dire qu'on pourrait plus utiliser le cheval. Et donc le futur, il est déjà en place, tu vois, avec tout ça. Et c'est important de le savoir, de le prendre en compte dans son activité. Et si le cheval existe encore en 2040, ça sera parce que des marques auront prouvé qu'il était utile, que le sport pouvait être éthique et que la présence du cheval, elle est nécessaire à nos côtés. Donc, si tu veux être acteur de ce futur, ton marketing, ta communication, c'est des leviers puissants. Voilà, j'espère que ça t'a plu cet épisode un petit peu en dehors des clous et en dehors de ce que je peux faire habituellement. Je te mettrai le lien dans les commentaires, enfin dans la description de cet épisode pour que tu puisses retrouver l'étude et que tu puisses la lire en entier. Tu verras, c'est hyper intéressant et je pense que en tant que professionnel de la filière, il faut absolument que tu connaisses cette étude et que tu connaisses un peu ces scénarios possibles d'ici 2040.
Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.